Bonjour à tous, Une signature et vous est ravie d'accueillir aujourd'hui Jérôme Passe. Jérôme est mon fils. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais je tenais à mettre en valeur son travail parce que c'est avec lui que je fais Une signature et vous, une signature pour l'histoire. Il a fait la réalisation chaque fois, le montage, il a fait la musique. Donc on lui doit quand même beaucoup, le générique c'est lui. Voilà, Jérôme, raconte-nous un peu ta trajectoire. Alors c'est une trajectoire un peu sinueuse, Oui. plusieurs vies, pourrait-on dire. Alors, ma formation première est celle d'un historien, Oui. donc je suis historien des religions et plus précisément assyriologue. Donc, ma spécialité c'est donc la Mésopotamie et en particulier les mythes mésopotamiens. Depuis plus de 10 ans maintenant, je suis relecteur, correcteur et rédacteur indépendant. D'ailleurs, c'est à Jérôme que je dois les corrections de 17 ans et toutes ces dents de Ciné, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Je le conseille, sincèrement. Et à côté de cela, disons, troisième vie, je suis photographe. Ouais. Voilà, qui était Il y a une passion. voilà, une autre façon de m'exprimer. Bon, j'ai passé le plus clair de ma vie à jouer avec les mots, à travailler avec les mots, d'en faire mon métier. Et la photo m'a apporté quelque chose de différent et, pour ne pas dire aussi, de nécessaire. D'accord. Ouais. Je dois ajouter, puisque Jérôme ne le dit pas parce qu'il est très humble, il a été récompensé de nombreuses fois à travers le monde. Tu peux nous en dire un peu plus? Non, bon, voilà, je présente régulièrement mes photos dans divers concours internationaux et donc de temps en temps les photos trouvent leur public. Et puis voilà, bon, il m'arrive aussi d'exposer à droite à gauche. Alors, j'ai exposé ici, comme ça que ça a commencé à Fontvieille, mais bon, j'ai exposé aussi à Milan, des choses comme ça, à Arles. Donc rien, voilà. C'est très poétique en réalité. Alors, il est vrai qu'étant sa maman, il est compliqué de parler de son travail et on pourrait penser que j'ai un parti pris absolu. Mais bon, toutes ces récompenses à travers le monde... Ça fait un peu de publicité. Non, ça fait pas publicité, c'est sincèrement, je pense que c'est important pour un photographe de voir que son travail a un écho auprès du public. Oui, c'est sûr. Important. Quand on sent que notre travail, l'histoire que l'on souhaite raconter voilà, est comprise, ou à tout le moins qu'une émotion transparaît, il est certain que ça le rassure. Et bon, il y a aussi voilà, une part de plaisir, parce que finalement, mais que ce soit les mots ou l'image, la notion de partage et d'échange est primordiale, sinon bon, ça sert à s'exprimer et à avancer pour soi, mais sans l'autre, finalement, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Alors Jérôme, je vais quand même te demander une signature, puisque nous sommes sur Une signature et vous, quand même. Alors, pour ceux qui pourraient s'interroger, la signature est une lecture du graphisme. Ce n'est pas de la graphologie, c'est une méthode que j'ai élaborée, puisque je ne travaille que sur les signatures. Mais que ce soit un proche ou un inconnu, ça ne change rien pour moi. Je m'attache uniquement à la signature. Donc, Jérôme, cette signature est celle de quelqu'un qui finalement a un grand besoin de créativité, d'exprimer des choses à travers un art quelconque. Il y a une hypersensibilité. Tu es d'accord avec ça? Difficilement contestable. Une hypersensibilité qui peut parfois t'amener à avoir une position un peu rigide, un peu tranchante même, on peut dire. Oui. Tu le connais. Tu as une certaine propension à cloisonner aussi les choses. Chaque chose, chaque personne a sa place. Donc
tu sépares effectivement tout, mais c'est aussi une forme de protection naturellement. Oui, oui, non, ça c'est certain, tout est cloisonné, tout est... Et c'est une façon de se protéger, oui. Ça, y a pas de... Alors l'image est importante, que tu le veuilles ou non, de toute façon tu serais venu à l'image parce qu'elle est présente, mais ça peut être effectivement aussi à travers des vidéos, à travers des films, la lumière également. Donc ça c'est à retenir, la lumière est très très importante, on sent un besoin de clarté, besoin de luminosité qui à terme va s'imposer dans son travail, dans ton travail, pardon. Oui, en fait, pour moi, la lumière, c'est le cœur même de la chose. Mais d'ailleurs, j'ai toujours été très attiré d'un point de vue artistique par les grands maîtres de la lumière. Je pense notamment au Caravage, qui a un rôle très important dans mon parcours et dans ma vie. Et j'ai toujours été fasciné justement par cette frontière entre la lumière et l'obscurité, et tout mon travail est basé sur ça. La lumière et la façon dont la lumière peut révéler une couleur, alors on parle de noir et blanc ou alors, de je couleur tiens à très noire. préciser quand même que Jérôme travaille sur la lumière, sur la couleur, mais il a un problème de reconnaissance des couleurs. Oui. C'est un défaut de fabrication, désolé, mais Comme effectivement, il n'a pas la capacité de reconnaître certaines couleurs. Et donc en fait, ma façon de travailler est plutôt justement plus que la couleur en elle-même, ça va être le travail sur la lumière, le jeu des ombres, et c'est comme ça que je trouve mon expression. Absolument. Là, tu nous parlais du mot qui était très important. Alors, il est vrai que le mot, lui aussi, a une nécessité. Je dis bien nécessité. Donc, l'aide à autrui en corrigeant, en réécrivant, etc., ça, c'est important. Mais tu as besoin, toi, d'exprimer des choses. Alors, est-ce que tu écris personnellement? Beaucoup. J'écris beaucoup. Alors après, dans l'absolu, j'écris tout le temps, que ce soit pour moi ou pour les autres, mais je veux dire, écrire pour les autres, c'est aussi... Alors, ça m'apprend beaucoup de choses sur ma propre écriture, mais je ne saurais pas le faire comme je le fais maintenant si je n'écrivais pas. J'ai besoin de passer aussi par cette expérience-là pour comprendre ce que peuvent ressentir les auteurs avec lesquels je travaille ou les artistes, parce que un bon correcteur, un bon rédacteur, c'est aussi se mettre à la place de l'autre, parce qu'on fait passer un sentiment qui n'est pas le sien. Donc au-delà de l'empathie, il y a aussi une façon de considérer le mot comme vecteur d'émotion, et donc il faut savoir l'utiliser, et il y a des techniques pour ça. Après, d'un point de vue plus personnel, j'écris depuis très longtemps. J'avais commencé beaucoup par la poésie. Ça s'était traduit. Ce qui semble naturel au regard de cette signature, où l'hypersensibilité est très présente. Voilà, c'est quelque chose qui m'habite encore. C'est-à-dire que même quand j'écris en prose, il y a toujours une part de poésie, de rythme particulier, que ce soit des formats courts. J'avais écrit il y a longtemps donc un petit livre pour enfants, mais qui est en fait une écriture parlée. C'était voué à être joué. Donc j'avais vraiment le son est très important pour moi. Tu peux nous donner le titre de ce livre? C'était Bob le Tamanoir, drôle de mots, drôle d'histoire. Voilà, c'était un petit recueil qui avait pour vocation de remettre au goût du jour certains mots oubliés ou peu hésités, parce que c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. On a une langue très riche et j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi on n'utilise pas, on ne met pas à profit justement sa profondeur et sa complexité. Et donc voilà, je suis beaucoup passé par la poésie, et encore aujourd'hui quand j'écris, on pourrait plutôt parler de prose poétique ou de poésie en prose, suivant comment on veut se placer, mais c'est quelque chose qui est particulièrement important. Est-ce que ta formation d'historien, toutes ces langues mortes que tu as pu apprendre, est-ce que tu penses que ça a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça t'a nourri de quelque chose de particulier?
Pas du tout. Non, non, assurément. Bon, prenons simplement par exemple par rapport à la correction, à la rédaction, à la connaissance de la langue française, utiliser d'autres langues permet de mieux comprendre la nôtre. Parce que forcément, on est confronté parfois à des visions, des appréhensions du monde différentes, qui remet un peu en perspective nos propres mécanismes de réflexion et nous permet aussi de jouer avec elles en réaction ou en continuité. Donc ça, l'apprentissage des langues, quel qu'il soit et quelle qu'elle soit, quelles que ces langues puissent être, est très très important. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré quelques problèmes de santé, une difficulté à retrouver mes mots, difficulté de mémoire, etc. Et étonnamment, ce qui m'a sorti de cela, ça a été d'apprendre l'italien, qui avait cette particularité d'être relativement proche du français, donc je ne m'engageais pas sur un chemin totalement inconnu, et en même temps cet apprentissage, cette nécessité de repartir à zéro, de redevenir un enfant dans ma volonté d'exprimer quelque chose, m'a obligé à reconsidérer complètement cette langue que j'avais perdue momentanément, hein, parce que bon, dû à ce qui s'était passé, et m'a beaucoup nourri et beaucoup apporté. Et encore aujourd'hui, je me sers de l'apprentissage des langues. Alors bon, j'ai mis un peu de côté les langues mortes, je me consacre plutôt aux langues vivantes maintenant, mais ça dit beaucoup. Et parfois, même en réaction, quand on apprend un mot, par exemple dans une langue qui peut être plus riche, ça nous oblige à réfléchir sur notre propre réalité et peut-être à aller chercher à apprendre des mots de notre propre langue pour complexifier notre... Et quant à la formation d'historien en tant que tel, alors il y a deux choses. Comme je suis spécialiste des mythes, en fait, je suis confronté à de la littérature, au sens propre du terme, ce qui fait que ma formation m'a permis d'appréhender la littérature dans ce qu'elle a de plus ancien, et jusqu'à après, voilà, nos jours, parce que bon, je lis plein de choses, et puis bon, l'école, ça nous nourrit, mais ce qui fait que j'ai une vision très, très élargie de ce qu'est la littérature, sous toutes ses formes. Et bon, le côté historien, voilà, a amené une capacité d'analyse et en même temps une rigueur dans l'écrit, dans la nécessité de transparence, dans le processus. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et auquel je tiens beaucoup. Bon, quand je fais l'histoire en particulier, c'est-à-dire la transparence de l'expérience. L'histoire, bon, c'est une science humaine, c'est une science profondément subjective. Alors on a des garde-fous pour gagner en objectivité, mais ça reste une science subjective, et de fait, j'estime qu'il est nécessaire de toujours montrer l'envers du décor, parce qu'on fait toujours des choix. En fait. Parce que le sujet de cette émission est la reconversion. Est-ce que tu peux nous expliquer ces différentes étapes de ta vie? Parce que malgré tout, c'est important. Partir de l'histoire pour arriver à la correction, il y a quand même des passages que tu as... Oui, mais après, bon, des passerelles, je dirais. Ça a été tout un processus. En fait, quand je faisais mes études, quand j'ai voulu... donc, mon second master, juste avant la thèse, pour gagner des sous, j'ai commencé à travailler pour une maison d'édition. Donc, qui t'avait édité. Qui m'avait édité quelques années avant, mais ce qui était marrant, parce que justement, je les avais recontactés, j'étais passé de l'autre côté de la barrière. Donc j'avais commencé, j'ai fait plein de choses, c'est là où j'ai commencé à faire de la correction. J'avais travaillé dans l'administration, j'avais fait de la fabrication d'ouvrages, et l'idée était de me former jusqu'à ce que je finisse ma thèse, et puis tous ces métiers du livre. Voilà, tous ces métiers du livre, parce qu'il était clair que je ne trouverais pas d'emploi dans la recherche à l'université. La chirurgie, c'est un monde trop petit, l'université très... Disons que c'est... Bon, a perdu beaucoup en moyens, en postes, on va pas rentrer dans ce débat qui est beaucoup trop long. En parler longuement, mais donc me former à ces métiers du livre-là, la vie a fait que, quand j'ai fini ma thèse,
pas de poste dans l'édition, que ce soit celle pour qui je travaillais ou après dans mes démarches. Donc là, je suis devenu journaliste culturel, indépendant, donc je travaille en freelance, des piges à droite à gauche. Donc, pour des revues basées sur la religion. Donc, non, enfin oui, sur la culture en général, parce que j'ai travaillé, bon, le monde de la Bible c'était beaucoup sur la religion, mais c'est une revue aussi, par exemple, où l'archéologie a une grande place, Science et Avenir. Je travaille pour Science et Avenir en série, bon, traite de tous les sujets, c'est de la vulgarisation scientifique, hein, les deux revues. Après, j'ai fait des piges à droite à gauche pour d'autres journaux où bon, là, j'abordais beaucoup de sujets qui étaient en dehors de ma sphère de ma spécialité, de ma zone de confort, mais en même temps, c'est le principe de la vulgarisation. Une fois qu'on sait le faire, on doit pouvoir le faire pour tout. Et donc, tout en parallèle, parce que l'idée était de devenir journaliste culturel, je continue à faire de la correction, à me former, parce que ça, en Yirvanda, la correction, c'est pas simplement de l'orthographe, c'est plein d'autres choses. La vie a fait que, pareil, pas de poste, beaucoup de soucis, nanana. Et donc, à un moment donné, suite aussi à ce qui s'est passé, là, mon petit problème, il a fallu trouver d'autres solutions, donc je me suis constitué indépendant à plein temps. Et donc là, l'idée a été de créer un espace cohérent qui me permettrait de mettre à profit tout ce que j'ai pu faire. Donc la recherche, l'édition, la presse, et puis donc maintenant, voilà, pour servir la rédaction, on est dans une continuité plus évidente, mais la correction qui finalement est l'essentiel de mon travail. C'est complexe. Oui. C'est complexe, c'est vrai que j'y suis venu en fait sur le tas, parce que la maison d'édition pour laquelle je travaillais m'a formé, et puis après m'a jeté dans le bain, mais ça a été un long travail de formation personnelle, de lecture, d'exercice, parce que la correction n'est pas simplement une réflexion sur l'orthographe, c'est pas simplement être bon en orthographe, c'est une vision, c'est une rigueur, c'est une façon d'appréhender un texte, c'est à la fois... Alors, la rigueur, on la retrouve automatiquement dans ta signature, ce que je disais tout à l'heure, tu cloisonnes tout, tu sépares tout, donc chaque activité a son espace et il y a toujours une limite, c'est-à-dire que tu vas toujours chercher à faire au mieux, au plus, non pas au plus vite, mais au plus sérieux. En fait, c'est ce qui ressort beaucoup de ta signature, c'est un sérieux. Parfois trop d'ailleurs, parfois trop, parce qu'on sent que ça peut te gêner dans ta relation à l'autre. Oui, mais bon, en fait, je pense que la correction exprime bien qui je peux être, c'est-à-dire que c'est à la fois la confrontation d'un certain nombre de savoirs, une rigueur absolument nécessaire, parfois jusqu'au trop-plein, parce que c'est un métier, c'est presque un artisanat, on est aussi dans de la technique, parce que c'est l'orthographe, une réflexion sur la syntaxe, une réflexion aussi sur de la cohérence de texte, il y a toute la réflexion typographique, de mise en page, donc il y a beaucoup de choses à respecter et à mettre en valeur. Ton caractère est là quand même. Oui, non, je veux dire, ça exprime bien, c'est peut-être ce qui finalement, en miroir, représente cette volonté, cette nécessité de cloisonner, en même temps d'avoir une vue d'ensemble, de bien... Voilà, peux-tu nous parler de tes projets? Mes projets, arriver voilà, à continuer à vivre de mon métier, et puis surtout voilà, pouvoir à terme révéler davantage de mes projets personnels, que ce soit mes projets d'écriture, que ce soit mes photos, et bon, qui sait un jour, pourquoi pas en vivre pleinement plutôt que de passer que de vivre de la correction de la rédaction. On verra comment les choses évoluent, mais... Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre là et qui décide de faire un cursus d'histoire? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de te demander. C'est compliqué, non. Alors, je dirais on peut voir que ça mène partout, à beaucoup de choses. Oui, alors après, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que
faut partir du principe qu'il faut faire ce qui nous plaît. Quand même. Voilà. Merci. Et que, enfin, il y a toujours une raison aux choses. La passion peut aider. Après, il faut, en fait, ce que je dis souvent, et ce à quoi moi j'ai été confronté à chaque fois au moment où les choses arrivaient, c'est de se préparer. C'est-à-dire que si on est prêt, si on veut faire de l'histoire, et qu'on est prêt effectivement à ne pas compter ses heures et à rencontrer beaucoup d'obstacles, pour par exemple faire une thèse qui ne sera pas financée, parce que bon, le système est fait que tout le monde n'y a pas le droit, le fait de ne pas forcément trouver de poste, et donc d'accepter de travailler à côté ou d'enchaîner les postes précaires pour peut-être arriver à, sachant que voilà, c'est juste ça. Moi, je le dis souvent même aux auteurs avec lesquels je travaille, enfin, l'important n'est pas les choix qu'on fait, l'important est de les assumer et d'être prêt à défendre son point de vue et de le dire que faire de l'histoire c'est merveilleux, c'est quelque chose qui nourrit énormément, qui nous offre un grand nombre de perspectives après, puisqu'on peut se reconvertir, c'est une base sur laquelle il est facile de se reposer et qui voilà, pourra aider tout au long de sa vie. Mais c'est vrai que bon, c'est l'université, le monde de la recherche, c'est un monde qui, on peut le voir régulièrement dans aux informations, qui ne vit pas bien, qui ne vit plus bien, qui a tendance, voilà, qui a beaucoup perdu, et donc il faut simplement être prêt à vivre. Je vais conclure quelque part autour de ça, mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est ce qui t'a permis de trouver ta voie finalement? C'est difficile à dire, parce qu'après, on est parfois orienté par un certain nombre de choses, qu'on en ait conscience ou pas conscience. Quand tu parles de cet écrit, la réécriture, la correction, on a l'impression quand même de quelqu'un de passionné et qui met en place des choses pour pouvoir exprimer sa créativité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément l'histoire, ça peut être n'importe quoi en fait. L'idée on est parfois poussé par la vie à certaines choses, l'idée d'accepter ce qui nous plaît, d'avoir la force de dire non à ce qui ne parle pas à notre cœur ou ne rentre pas dans nos projets. Bon, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de compromis, mais l'idée vraiment est d'arriver à trouver sa voie en suivant son cœur le plus possible et en sachant dire non, ce qui est très difficile parfois, parce que ça peut être une facilité, ça peut être aussi un moment parfois ça aide, mais il faut savoir toujours doser et revenir à ça. Mais c'est vrai qu'il faut rester toujours très humble face à ces aventures vécues, bonnes ou mauvaises. Je veux dire, par exemple pour la correction, je ne suis pas devenu correcteur du jour au lendemain. Ça n'a pas été un matin, je me dis je suis correcteur. On voit ça beaucoup, des gens qui, parce qu'ils maîtrisent bien l'orthographe, se disent je suis correcteur. Non, j'ai passé plus de 10 ans à me former, j'ai corrigé beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et donc aujourd'hui, voilà, je peux dire que je suis correcteur. J'ai l'expérience aussi, le retour de mes clients, mais je me suis formé, c'est-à-dire que c'est aussi une passion. Bon, j'avais une passion pour le français, ça c'est sûr, mais que j'ai travaillé. Et je pense que c'est pour tout, c'est-à-dire que si on est biologiste et qu'on veut devenir correcteur, même si la personne travaille et qu'elle est passionnée, elle deviendra, il n'y a aucune limite à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément besoin d'être littéraire ou pas littéraire. Tout est possible. C'est vrai que, bon, mine de rien, mon univers a toujours été très centré sur les mots, la littérature, enfin je crois que tu peux en témoigner. Voilà. J'ai toujours, depuis petit, je voulais devenir historien et ça, c'était là. Et bon, ça s'est fait. Et ça a toujours été les religions. À moitié. La vie a fait que j'ai bifurqué, mais bifurquer ne veut pas dire qu'on ne sera pas passionné et qu'on ne trouvera pas chaussure à notre pied. Donc, dans l'absolu, tout est possible. Il faut juste s'en donner les moyens, accepter de travailler, parfois dur, parfois trop, parce que maintenant notre monde est fait comme ça.
la reconnaissance ou les résultats ne viennent pas tout de suite. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal dans certains cas, parce que ça permet vraiment d'apprendre et de savoir prendre aussi la distance, de ne pas se reposer sur ses acquis, toujours être à vouloir se former et apprendre. Puis toujours prêt à rebondir quoi qu'il arrive. Oui, ça je crois que bon, voilà, on a pu le voir à travers les portraits des invités précédents, la qualité première de toutes ces personnes, c'est leur adaptabilité, leur capacité à être flexible, à reconnaître quand ça ne va pas, à s'autoriser à prendre d'autres voies, et se donner les moyens. Et puis après se donner les moyens, parce que tous ont travaillé très dur. Notre société a tendance à vouloir minimiser, voire décrédibiliser le travail. Mais bon, quand on travaille pour soi, dans le sens son développement personnel, une volonté de s'élever et de vouloir aller au plus près de ce qu'on souhaite, finalement c'est plus vraiment du travail, ça devient très vite, ça prend très vite les formes de la passion et puis après bon, la réussite vient ou ne vient pas, mais c'est encore une fois là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je pense que ce sera le mot de la fin pour cette émission. Est-ce que tu as juste quelque chose que tu veux ajouter? Non, peut-être dire aux gens oui, enfin il faut oser, je crois que c'est le message qu'on fait passer depuis oser croire, oser croire en soi, hein, et oser revendiquer ce qui nous semble juste. Merci Jérôme. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et j'espère à très bientôt.